Leur consultation concernant une piste multifonctionnelle sur le tracé du chemin de fer a obtenu près de 1500 réponses. On en parle avec M. Camille Bouchard du groupe Sentier de la Rive. M. Bouchard, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Vous devez être assez content. Là. Une enquête de la sorte, là, plus de 1500 répondants pour une consultation régionale, c'est peu commun quand même. De fait, c'est exceptionnel. La compagnie avec laquelle on travaillait, là, qui est une compagnie de participation qui encourage ce type de démarche-là, de consultation citoyenne, de participation citoyenne, bien, ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Quand on a commencé le projet de consultation, on s'est fait dire, si vous obtenez 300 participations, c'est bien. 500, c'est encore mieux. Mais 1500, là, on est rendu dans l'exception. En assez peu de temps, d'ailleurs, le 1500. C'est 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines complètes où les gens pouvaient, sur différentes plateformes, répondre à l'enquête. Exactement. L'enquête, plutôt, était disponible sur les réseaux sociaux, les votes sur Internet, était diffusée d'ailleurs aussi dans les médias. Oui. Pour mettre en contexte, là, sur quoi portait exactement cette enquête? Parce qu'on parle de pistes multifonctionnelles, mais ça peut parfois paraître un peu vague. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, alors, le projet à l'origine concernait un tronçon, un sentier. Multifonctionnel, ça veut dire vélo, ça veut dire marche, ça veut dire course, ça veut dire ski de fond, ça veut dire raquette. À l'origine, c'était entre Baie-Saint-Paul et Saint-Joseph-de-la-Rive, parce que c'est un projet qui origine des années, début du siècle. C'est fou, hein? Les années 2000. Ça a été repris en 2009-2010 par un autre groupe qui a lâché prise. Le leadership politique n'était pas très présent à l'époque. Et nous, un petit groupe de citoyens, on l'a repris en 2022. Avec la MRC, de fait, on a eu beaucoup de soutien de la MRC à l'époque. Et on s'est dit, on va commencer par un tronçon entre Baie-Saint-Paul et Saint-Joseph-de-la-Rive, sur l'emprise à côté de la voie ferrée. Et on a fait des études extrêmement poussées. Là. Au mètre carré, là, on pourrait vous en dire long. Il y a des études d'ingénierie qui ont été faites, etc. Donc, on connaît bien ce tronçon. Et on est arrivé à des coûts qui étaient très élevés. C'était 33 millions, je pense, pour 14 kilomètres. Et devant l'incertitude de ce qui allait arriver avec le train de Charlevoix, qui, vous vous rappelez peut-être, là, mais en 2024, là, à l'automne 2024, avait annoncé qu'il mettait fin aux opérations. Donc, ils sont venus après ça en 2025 avec une autre formule. Bien, on s'est dit, on ne peut pas s'aventurer dans un projet aussi dispendieux sans avoir la certitude qu'on peut faire que celui-là. Là, on investirait 33 millions et demain matin, on apprendrait que les opérations du train se terminent pour de bon. Nous, on n'a rien à voir avec ça, là. C'est eux qui décident, évidemment. Bien, on se trouverait dans une drôle de situation, alors que le faire sur le tablier, on réduit les coûts de façon extraordinairement importante. Là. Mm-hmm. C'est un peu la prémisse de votre enquête et de votre projet en général, c'est qu'il ne pourrait qu'y avoir qu'un seul projet entre le train et la piste. Bon, alors, tous les projets qu'on peut imaginer, là, le long du littoral, sur cette emprise-là, où circule le train de Charlevoix présentement, tous les projets, y compris le train, demandent des subventions. Ça demande un soutien gouvernemental, aussi bien pour l'établissement, la construction, que pour l'entretien éventuellement. Alors, nous, ce qu'on a demandé aux gens durant notre enquête, durant notre consultation, c'est s'il y avait une seule cagnotte dont disposait le gouvernement pour Charlevoix dans ce type de projet-là, lequel devrait-il favoriser? Bien, très grand pourcentage qu'on a obtenu je pense que c'est autour de 90 des gens qui disaient 95,4, je sais pas. Exactement. Si on prend là, les gens qui appuient au moins fortement le projet, on en arrive à 90 des réponses. Ça. Alors, c'est très élevé. Donc, c'est des gens qui sont mobilisés autour du projet. Nous, on voulait connaître la ferveur qu'il y avait autour du projet parce que tout le monde, quand on se rencontre, tout le monde nous dit « Quel merveilleux projet! Quel merveilleux projet! » Mais on voulait savoir, mais qu'est-ce que les gens qui peuvent participer à ce type de consultation-là nous diront vraiment. Alors, on a eu des scores vraiment extraordinaires. Hein? En passant, tout le monde avait l'occasion de participer. Hein? Sur 3 semaines, là, on était contre, on était pour, on pouvait aller s'exprimer, là, parce que dans la question à savoir quel projet on devrait favoriser, les gens pouvaient dire « pas du tout ce projet-là ». Mais puisqu'on est là-dessus, je vais rebondir là, sur, on va dire, la validité de l'enquête. Vous n'êtes pas juste fait des
des supporters à travers cette enquête-là. Je prends par exemple le maire de Petite-Rivière-Saint-François, M. Serge Bilodeau, qui parle d'un sondage biaisé. Quand on regarde les chiffres que vous avez obtenus à travers cette consultation, puis vous remarquerez à la maison, on a évité d'utiliser le terme sondage avec vous jusqu'à présent parce que vous ne voulez pas qualifier cette enquête de sondage, évidemment. Des résultats de 90 % comme ça, voire 95 même % sur certaines autres questions qui sont en faveur du projet, est-ce que ça indique pas nécessairement un certain biais de sélection, justement, où ça serait les personnes intéressés par le projet qui auraient répondu en masse, là où les personnes peu ou pas intéressées n'auraient simplement pas répondu à l'enquête? C'est évidemment le cas. Il y a un biais de sélection, c'est sûr, parce que, d'abord, on n'a jamais prétendu qu'on faisait un sondage. Vous ne m'entendrez jamais dire ça. On a fait une consultation citoyenne, comme d'ailleurs les maires peuvent en faire de temps à autre lorsqu'ils gèrent leur municipalité. Les gens intéressés répondent, les autres moins. On avait 2 ou 3 semaines où les gens de tous horizons pouvaient répondre. Ceux qui étaient contre, évidemment aussi, là, parce qu'il y avait la possibilité, évidemment, de s'exprimer contre et de proposer d'autres choses parmi les choix. Alors, moi, je trouve que la donnée principale dans tout ça, c'est le volume de participation. Ça a été chercher des gens, en effet, qui étaient intéressés par le projet, qui étaient mobilisés par le projet. Bon, est-ce que ça représente la population? On ne peut pas prétendre ça. Cependant, lorsque vous regardez qui a répondu, vous voyez que, d'abord, il y a 87 % des gens qui ont répondu sont de Charlevoix. Ils connaissent leur territoire. Oui, à peu près 1340 personnes. Exactement. Deuxièmement, parmi ces gens-là, il y a 31 % ou 32 % de nos répondants qui sont des retraités. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les données du recensement. Chez les personnes entre 15 et 60 ans, on a des chiffres qui sont... On est un peu surreprésentés par rapport à cette population-là. Puis, c'est assez exceptionnel, ça aussi, parce que habituellement, c'est une population qui répond moins parce qu'elle est occupée durant la journée, elle travaille. Les gens ont d'autres choses à faire que répondre à un questionnaire, une consultation. Alors, on n'est pas sur la planète Mars, là, tu sais. On n'est pas à côté de la place. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre qu'on représente tous les groupes dans la population, mais quand on regarde la nature de ceux qui ont participé, leur âge, leur statut social, bien, on est proche de ce que les données sociodémographiques officielles nous donnent. Une fois que ça s'est dit, qu'on a discuté de cette validité de l'enquête, on comprend votre point de vue. Ce n'est pas un sondage, c'est un coup de sonde, si on veut, dans votre base. Qu'est-ce qu'on fait de ces résultats-là? Bien, nous, franchement, étant donné l'engouement qui s'est exprimé, on prend ça, on s'est dit, on a un mandat. On va certainement faire connaître ces résultats-là le plus largement possible. On s'est vertué à le faire, puis merci d'être là pour en parler. Mais on a surtout un devoir de représentation vis-à-vis des élus, auprès des élus et auprès de ceux qui veulent l'être. On a des élections là, qui s'en viennent au niveau québécois à l'automne. Alors, on compte rencontrer les candidats, leur demander où ils se nichent là-dedans. Est-ce qu'ils sont en faveur du projet, contre le projet? Et on a des trucs on a des choses assez concrètes à demander, là. Dans le fond, idéalement, là, quand on regarde les possibles, là, on pourrait rêver relier Petite-Rivière-Saint-François à la Malbaie, 65 km. Là, on a des données très, très, très précises sur 14. Alors, on va aller plus loin que ça. On veut les retombées socio-économiques. On les a pour 14 km, mais on ne les a pas pour 65. On a d'autres expériences au Québec, cependant, puis on voit très bien ce que ça donne sur 400 km, etc. Il y a des bassins de population différents, évidemment, mais on a des données, mais pas sur ce trajet-là spécifiquement. Alors, on a besoin de données de retombées socio-économiques, de données de retombées environnementales, très important, et de données sur la santé. Parce que là, c'est bien beau de construire des hôpitaux, mais on pourrait peut-être en construire moins si on était plus en forme. Vous avez sûrement trouvé de l'écho ici avec le député conservateur Gabriel Hardy qui parle beaucoup de ce besoin d'activité physique. Oui, mais Gabriel Hardy était là lorsqu'on a fait une présentation de nos résultats auprès des préfets et des élus. Évidemment, il a été séduit par
les résultats qu'on a obtenus, puis il voit très bien le potentiel. Et de fait, il y a une donnée qui nous a, pas surprise, mais qui nous a comme charmés, si on veut, c'est que les gens, à 84 nous disent « ça va changer la vie des familles ». Ils vont avoir un nouveau terrain de jeu. Les gens vont s'approprier le littoral, puis ils vont avoir des activités de famille le long de ce sentier. Alors ça c'est intéressant, c'est encourageant. Les gens aussi voient des retombées en très grand nombre là, sur leur santé, leur bien-être, diminution du stress, etc. Là, les données scientifiques là-dessus, là, il y a ça d'épais. On ne peut pas contester l'effet sur le bien-être et la santé d'un équipement semblable dans une région. Alors donc, en priorité, on demanderait des budgets pour faire ces études-là et pour faire une étude aussi plus technique sur la géomorphologie, etc., les enjeux qui vont se poser si on transforme ce parcours-là en voie cycliste ou en voie multifonctionnelle. Alors, ça, on a besoin de sous pour poursuivre le projet. Donc, tout un travail de représentation. Oui, auprès des élus, auprès des gouvernements. Ça se fait pas, ça se fait pas tout seul. Les citoyens peuvent faire quelque chose. Nous, on met beaucoup d'heures là-dedans et on s'en plaint pas. On s'en plaint pas parce qu'on nous fait aussi rencontrer des gens extrêmement intéressants dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la mise en forme, dans le domaine... La gérance, là, la gestion des pistes cyclables au Québec, là, c'est pas un mystère, là. Il y en a beaucoup. Il y a l'Estriade, il y a le Petit Train du Nord, il y a la Véloroute des Bleuets qu'on connaît bien, la Témis, etc. Il y a des gens qui sont en train de gérer des pistes qui ont été faites là, et qui sont opérationnelles. Alors, on n'est pas dans le mystère. On n'est pas dans le mystère. Mais rencontrer ces gens-là, discuter avec eux, voir quels sont les enjeux véritables, etc., ça, c'est passionnant aussi, là. Très, très passionnant. Eh bien, nous étions avec M. Camille Bouchard du groupe Sentiers de la Rive pour discuter de cette toute dernière consultation. Merci beaucoup, M. Bouchard. Je vous en prie, merci.